Élu dans Montréal-Saint-Louis en 60, Harry Blank est le seul député d'origine juive à l'Assemblée législative jusqu'en 66. Il a mené de front ses carrières d'avocat et de député. Fervent fédéraliste, il se définit comme le représentant de la minorité anglophone au Parlement. Bienvenue à Mémoires de députés. Bonjour, M. Blank. Bonjour. M. Blank, durant le mandat 73 à 76, le gouvernement libéral de M. Bourassa fait adopter la loi 22 sur la langue officielle. Vous vous y êtes opposé au début. Y avait-il une raison particulière? Oui, j'étais contre mettre l'anglais comme une langue inférieure. J'ai toujours pensé qu'au moins, sur le même niveau, donner le choix à ces gens-là, pas nécessairement bilingue comme le reste du Canada, mais au moins un peu plus qu'on aurait pensé. Mais quand j'ai étudié le Bill 22, j'ai trouvé que ça donnait pas des privilèges, mais des choses aux Anglais qu'ils n'ont jamais eu avant. Comme quoi? Comme des contrats, des bails. Avant, si le propriétaire ou le vendeur était francophone, il fait son facture ou le bail en français, et il donne et c'est ça. C'est la façon. Mais avec Bill 22, l'anglais peut demander que la facture ou le bail sera dans son langue anglaise, même des contrats. N'importe quel contrat. Aujourd'hui même, quand on fait un contrat en anglais, on met quelques mots en français disant on a de consentement qu'on déroge de la loi 101 pour que le contrat soit en anglais. Parce qu'avec 101, ce n'est pas le même droit. Ça doit pas consentement d'avoir dans cette langue-là, mais on doit l'écrire. Mais avec Bill 22, on donne tellement des droits à des Anglais qui n'existaient pas. Et même la question de les écoles à ce temps-là, c'était le test était si l'enfant parle anglais, assez anglais, il parlait les écoles anglais. Et c'est la question de ce test-là qui a créé beaucoup de problèmes. On a réglé ça avec Bill 101. Et même Bill 101, j'ai une petite histoire de ça aussi. Quand Bill 101 est venu, c'était venu comme Bill 1. Et moi, j'ai trouvé, j'étais un peu d'expert en procédure parlementaire, j'ai trouvé qu'ils ont fait une erreur. Ils ont été forcés de retirer le bill. Ils ont retourné le lendemain avec un autre bill, mais c'était 101. Bill 101, c'est une autre affaire. C'était plus dur. Et pour moi, là, à mon opinion, les gens qui souffrent plus sur Bill 101 sont des enfants francophones. Parce qu'il y a beaucoup dans la province, dans les gens, qui ne parlent pas un mot d'anglais. Et dans ce monde aujourd'hui, le manque d'anglais, vous restez chez vous, et c'est fini là, c'est pas une chance. Mais la Révolution tranquille et Bill 101 et le reste, c'est changé Québec. Moi, le meilleur exemple que je donne sur la question du changement au Québec à la Révolution tranquille, c'est qu'avant, disons 60, à des domiciles à Outremont, Westmont, Hampstead n'était pas là. Toutes les domestiques des bonnes étaient des Canadiens français, des filles de la ferme. Ces mêmes filles, aujourd'hui, sont des avocats, des professeurs, des médecins, des juges, n'importe quelle chose. On ne trouve pas une domestique canadien-français ou québécoise aujourd'hui. Ça, c'est le changement presque apparent qu'a changé Québec.
Pour revenir au Bill 22, vous avez finalement voté en faveur. Oui, voté en faveur parce que je pensais que ce n'était pas terrible, comme le disent. Un Barras m'a demandé de le faire. Sur la balance, j'ai voté pour. Je n'étais pas 100% convaincu, mais assez pour la fin politique. Comme je dis, quand on donne un jugement sur le banc, ici, comme président, on doit être logique, on doit être politique, on doit être juriste en même temps. L'approche des élections de 1976, on voyait une montée du nationalisme au Québec. Est-ce que vous qui êtes toujours un fédéraliste convaincu, est-ce que ça vous inquiétait? Ah oui, ça m'inquiétait, mais je n'ai pas pensé qu'ils sont tellement forts. Je pensais qu'on gagnerait cette élection. Mais quand j'ai vu le résultat, même dans mon comté, de 10 000 votes, j'ai descendu de pluralité, j'ai descendu à 1700. Parce que le Union nationale était là encore. Ça veut dire que le vote fédéraliste était divisé. Et il y a beaucoup d'anglophones, semble-t-il, qui ont voté pour l'Union nationale dans la West Island en réaction à la loi 22. C'est ça. Ouais. Oui. Et quelle analyse vous avez fait finalement de cette élection-là en 1976? C'était le commencement de la fin, dans le sens... ils ont gagné cette élection-là et ils ont mis en pouvoir tout sur passé. Moi, je me souviens le débat en 1977, je pense que c'est ça, Bill 101. Oui. On a siégé ici, jour et nuit, ça. Mais moi j'étais convaincu à ce moment-là, et encore aujourd'hui, que vraiment les Québécois ne veulent pas la séparation. Même René Lévesque, pour moi, là, était séparatiste, mais séparatiste association. Actuellement, Québec aujourd'hui a plus de pouvoir qu'une association. Ils ont presque tous les pouvoirs pour faire ce qu'ils veulent. Et on voit ça dans les compagnies, ils sont toutes francophones maintenant, des banques, des présidents, des officiers, des corporations, n'importe quelle chose. Québec est vraiment français. Est-ce que c'est la loi 101 qui a porté ça? Non, 101 plus l'éducation. Sans l'éducation, on ne trouverait pas de chefs d'entreprise. On ne trouverait pas des médecins, des avocats, des avocates. Non, c'est pas seulement le 101. Dans le mandat 76-81, et même en 85, vous étiez dans l'opposition. Et quel genre de relation vous aviez avec les députés et les ministres péquistes? Pas de problème. J'étais ami avec presque tous ces gens-là. Vous savez qu'il y avait le fameux aquarium ici à Québec. On se rencontrait là le soir, puis on jasait la politique et les autres choses. On était des amis à ce temps-là. Je pense que c'est différent maintenant. Dans l'opposition, vous aviez gardé votre bureau de comté voisin de votre bureau d'avocat. Et comme avocat, vous avez défendu beaucoup les immigrants. C'était quoi leur principal problème? Bien, ils veulent rester ici. Ils veulent avoir leurs parents ici. Ils veulent avoir leur femme. Choses comme ça. Mais Québec avait le pouvoir, après Colin Couture, pour choisir des immigrants, mais pas sur la question des parrainages, réfugiés, humanitaires, c'était le domaine fédéral. Et à ce temps-là, j'ai fait encore le bureau normal, les causes civiles, les causes criminelles, les causes de faillite. Je fais tout ça. L'immigration était seulement une petite partie. Maintenant, depuis 1985, je suis presque 100% immigration, parce que ça fait mon affaire. Au lieu de prendre ma retraite, j'ai fait quelque chose. Vous avez aussi présenté, durant cette période-là, un premier projet de loi pour limiter l'usage du tabac dans les lieux publics. Comment ça a été reçu, ça, d'abord par les députés, ensuite par les entreprises et par le public? Par le public, c'était bien accueilli. J'avais des téléphones, j'avais des visites, j'ai même donné des discours des groupes anti-fumeurs, etc. C'était le premier bill au Canada. De cette façon-là, je l'ai copié d'une bill d'un État des États-Unis, que j'ai trouvé une copie. Il a fait les changements pour Québec. Et notre côté gouvernemental était prêt.
Pas gouvernementale, l'opposition était prête à accueillir ce bill-là. Mais quand je l'ai montré à René Lévesque, qui fumait 3-4 paquets de cigarettes par jour, il me regardait les yeux. En anglais, il me dit « Harry, over my dead body ». Ça veut dire que je dois être mort avant que ce bill passe. Et ça n'a pas passé, c'était laissé dans sur la liste des bills, mais éventuellement, c'est passé. Et celle-là, c'est de la base de Québec. Au moins, j'ai laissé 2 choses à Québec. Le victime de crime et l'anti-fumeur. Vous aviez aussi un nouveau chef en 1978, M. Claude Ryan. Est-ce que vous étiez favorable à ce qu'il succède à M. Bourassa? À ce moment-là, j'ai voté pour lui. Et c'est intéressant. Mon association a voté pour Garneau. Pourquoi? Ils ont avait des connexions. Il y avait notre président, Emma Garneau. Moi, je connais Garneau très bien, mais je pense que Ryan, une nouvelle figure, un peu plus nationaliste que Garneau, peut-être c'est une façon de faire battre le PQ à ce moment-là. Et le problème avec Ryan, moi, j'ai eu des petits problèmes avec lui. Il a même essayé d'avoir quelqu'un me replacer, mais l'association était tellement dur et fermé dans mon comté qu'il ne peut pas le passer. Mais on n'a pas gagné l'élection de 80. Le problème avec Ryan, c'est ce qu'on appelle en anglais un dreamer. Il n'est pas pratique. Les idées sont bonnes, c'est bon, mais pour faire des idées en place, on doit se faire lire avant. Et si on doit se faire lire avant, on doit des fois couper des coins. Cut corners. C'est pas nécessairement illégal, mais il y a des façons. Il n'y avait pas ça en tête. C'est pour ça qu'il a perdu l'élection. Ce qu'on appelle souvent le sens politique. Exactement. Il manquait de sens politique, pour moi, à mon avis. Quelle relation vous aviez avec lui, avec M. Gérard Delévesque, qui a été chef intérimaire, et aussi avec M. Bourassa? Gérard Delévesque, on est des amis intimes. Très intime. Même quand j'ai eu des problèmes avec Bourassa, Bourassa a envoyé Gérard Lévesque pour me voir, et Gérard passait le message à son chef, mais il me dit « Je comprends votre attitude, Harry. » Parce que quand on vient à cette petite histoire, c'est un peu drôle, cette affaire-là. Mais j'ai passé chez lui à Gaspé une couple de fois. Bourassa, encore, je l'ai appuyé sur le leadership, la deuxième fois aussi. Et même, il nous rencontrait, ma femme, Elaine, et sa femme, à un restaurant en Floride, pour être certain que moi et mon association vont l'appuyer. Il me promet que si on gagne l'élection, tu seras le président de la Chambre. C'est peut-être une raison. Ben, c'est pas venu parce qu'à ce moment-là, il change d'idée de mes qualifications. Mais auparavant, il y a eu le référendum en 80. Et là, comment vous avez abordé ça, vous, dans votre, je dirais, dans votre comté et avec vos groupes d'électeurs? Ben, les groupes ethniques, on n'avait pas de problème. Parce qu'ils vu le nationalisme chez eux, dans le pays où ils viennent, ils n'étaient pas intéressés dans ce pays. Ils ont toujours peur des extrêmes. Et ils pensaient que le Parti québécois était extrême. Il n'y a pas de problème avec ces gens-là. Les Anglais dans la section ouest de mon comté, il n'y a pas de problème avec eux. Dans l'est, il y avait presque 100% francophones. C'était divisé. Et je pense qu'on a gagné le référendum par 15 000 votes ou quelque chose comme ça dans le comté. On a fait ça comme une élection. Le même organisateur, la même façon de l'approche. On avait sur le côté, peut-être politique, on a nommé 3 personnes en charge du comité de référendum. J'ai trouvé un francophone, un anglophone et un juif. Et quelle réflexion ça vous a inspiré, le résultat du vote de 80 au référendum? Mais pour moi, j'ai vu que c'était bon parce que les questions étaient un peu floues aussi. Le gros problème ici, que les gens en face ne comprennent pas, c'est que nous, de ce côté de la Chambre,
On veut que la vraie question soit posée à des Québécois. Et tous des Québécois, qu'ils comprennent exactement ce qu'on les demande de voter, oui ou non. L'amendement de le chef de l'opposition, ça, c'est la vraie question. Pourquoi vous, membres du gouvernement, pourquoi vous avez peur de poser la vraie question? Pourquoi vous essayez de le camouflager par toutes sortes de façons, par toutes sortes de revêtements, par toutes sortes de manières? Elle était longue aussi. Elle était longue aussi. Pas assez pire comme celle de 95, mais c'est assez. Ça veut dire que moi, là, quand je veux 60-40, je dis si c'est un yes or no vote, ça va être 75-25. Parce que les gens ne comprennent pas qu'est-ce qui passe. Vous parliez de M. Bourassa tout à l'heure. Vous l'avez appuyé à la campagne au leadership de 83. Oui. Oui. Il y avait une raison particulière que vous l'avez choisi? Parce que je pense qu'il serait un meilleur candidat que Garneau. Non, il se présentait contre Johnson et Paradis. Johnson et Paradis, excusez-moi. Garneau, c'était avec Ryan. Sont les nouveaux, les deux. Le Paradis, je pense que c'était de canton de l'Est, il n'y avait pas tellement une chose. Johnson, il y a les questions que son père était Union nationale. Il n'était pas peut-être 100% rouge. C'est pour ça que j'ai choisi Bourassa. Encore, la question, je pense que Bourassa peut gagner une élection. C'est ça que le bottom line. Et c'est là que vous aurez fait la promesse de vous nommer président. C'est ça. En 84, un mouvement tragique à l'Assemblée nationale, la fusillade, et ça a conduit à des règles de sécurité beaucoup plus sévères. Et vous en avez un peu payé le prix en ce sens que vous vous êtes confronté à un agent de sécurité parce que vous étiez entré par la porte centrale de l'édifice, ce qui n'était pas permis. Vous vous rappelez? Oui, je me rappelle. J'ai passé la porte là pour aller à la porte que j'ai le droit d'entrer. Un ministre sort. Il connaît. Hello, how are you? Et j'ai entré la porte est ouverte. Pourquoi non? Et cet officier qui était là, au lieu de dire vous avez fait trop une erreur, tu ne le fais pas là, il me bousculait et veut me mettre dehors. Et je dis, ça c'est assez. Monsieur, je suis une députée, j'ai certains droits ici. Et à ce moment-là, j'ai fait plainte au président et ça montait l'affaire, mais ça réglait après. Et moi, je me souviens, j'ai fait rire toute la Chambre quand j'étais ici pour mon 25e anniversaire, me donne un diplôme. On a fait des discours. Moi, j'ai fait un discours et j'ai parlé au président, M. Gay. J'ai dit, maintenant que j'ai 25 ans ici, peut-être vous avez le droit d'entrer à la porte centrale. L'Assemblée est tombée à rire, c'est ça. Monsieur le Président, à vous, j'ai seulement une demande à faire. J'ai vu les invitations que vous avez envoyées à des gens de ma famille et de mon comté. Une invitation très formelle, et vous dites vous présenter avec cette carte pour entrer à l'Assemblée nationale à la porte amérindienne. Est-ce que je peux avoir le même droit après 25 ans? Ça vous a fait plaisir, cette marque de reconnaissance pour vos 25 ans? Oui. Ça, c'est une des choses, là, parce que j'avais des petites pressions par M. Bourassa, après 81, qu'il veulent avoir mon comté pour entrer en Chambre. Et il a envoyé Géraldine Lévesque comme émissaire. Il dit, look, il y a encore 3 ans, je pense, je veux faire mon 25 ans, puis après, on va décider. À ce moment-là, il se présentait à Boucherville. Il était élu, Bourassa. Dans une partielle. Dans une partielle, il vient en 85. C'est là que les problèmes ont commencé. On a eu une assemblée de cette association. Les délégués, ils ont me nommé comme candidat. Pour l'élection de 85. On a envoyé l'avis à la centrale. M. Bourassa m'a retourné une lettre de félicitations. On a un congrès quelque part, je ne sais pas où, je me une grande photo de moi, le futur candidat de Saint-Louis. Tout ça. L'élection était déclenchée. J'ai loué une salle de comité. J'ai reçu un téléphone de Fernand Lalonde.
Harry, on a besoin de votre siège, on va mettre McDonald, je pense que c'est McDonald qu'il veut avoir là. Pierre McDonald. Je lui ai dit, comment Fernand, c'est trop tard. Je suis impliqué, etc. Monsieur Boras va vous appeler. Monsieur Boras m'appelle. Je lui ai dit la même chose. Il dit, viens me voir. C'est allé chez lui, à sa maison, à Outremont. On a passé une heure là, à discuter une affaire. Et je lui dis, pourquoi, etc. Mais il dit, on a besoin de sang nouveau, etc., etc. Je dis, mais il y a des autres gens, vous avez des autres places. Et il y avait beaucoup de comtés qui sont ouverts, qu'on n'avait pas eu des assemblées de nomination encore. Ils vont répondre demain. Je pense que c'est lundi, il m'a répondu, non, tu ne veux pas le faire. Je veux que tu te lâches l'affaire. J'ai dit, ils vont me présenter comme indépendant, parce que toutes mes choses sont prêtes, là. Mais là, se présenter comme indépendant, vous n'avez pas la même organisation, les mêmes appuis? Oui, une minute. Pour commencer, on a fait notre nomination comme libéral officiel. J'étais nominé par un comté. J'avais cette lettre d'appui de M. Bourassa et l'officier des élections l'a accepté et j'étais nommé candidat officiel. Après ça, ils ont pris des procédures devant le président des élections du Québec, disant que la lettre de félicitation n'était pas la bonne lettre de nommer le député, etc., etc. Mais vous savez, la politique, le président de l'élection ne changera pas d'idée. Ils ont eu une opinion des avocats. Moi, j'avais des opinions des avocats qui disent le contraire. Et il dit non, vous serez indépendant. Okay. Mon organisation en chef est restée. J'ai perdu peut-être 2-3 personnes qui ont donné des raisons personnelles pourquoi ils doivent appuyer le Parti libéral officiel. Et c'est ça que ça marchait. On a fait une bonne campagne. Et mon campagne était tellement, je suis libéral, j'appuierai le programme du Parti libéral, sauf que comme indépendant, et vous aurez le meilleur des deux mondes. Vous aurez le programme libéral, et vous avez moi pour vous aider pour des choses qui ne sont pas là. Et votre adversaire libéral officiel, ce n'était pas M. McDonald? Non. C'était M. Chagnon. Non, M. McDonald, quand il voit que je me présente comme indépendant, il dit non, j'ai peur, je ne vais pas à Saint-Louis. Ils ont allé dans le déjeuner, John Riley, le député, c'est lui qui a démissionné pour donner le siège à McDonald, comme Caron a démissionné pour donner le siège d'accord ici. Henri-François Gautrin. Gautrin, oui. C'est ça. Et pour ça, ils ont pris Chagnon à ce moment-là, pensant que Chagnon ne peut pas gagner. Mais cette chose est arrivée, ils ont pris une campagne souterraine dans le sens que si tu votais pour Harry Blank, tu divises la vote et le PQ va entrer. Mais si vous regardez les chiffres de comté, c'est impossible. Même si on divisait également, vote par vote, moi et Chagnon, le PQ ne peut pas passer un an, il n'y avait pas assez. Mais c'est là. C'est arrivé. Est-ce que vous êtes resté à maire? C'est intéressant. L'élection était le 2 décembre. Et M. Chicané avait Bourassa. Et il a dit que je suis trop vieux pour... J'avais 60 ans à ce temps-là. Okay? Et je pense que c'est la raison qu'il a perdu son élection en Boucherville. La question de l'âge, parce que des gens qui étaient plus de 60 ans ne voteraient pas pour lui. C'est pour ça qu'il a perdu le comté-là. Mais 2 semaines après l'élection, je monte sur un avion pour Floride, qui est assis le premier rang, Robert Bourassa. Harry, viens ce soir ici, comme rien n'a passé entre nous autres. Ça, c'est la politique. Est-ce que vous avez eu des explications après ça? Non. Est-ce que vous êtes resté assez amer de cette expérience? Oui, pour quelques semaines. Après ça, comme it never happened. Vous êtes retourné dans vos fonctions d'avocat? Comme je dis, je me concentrais seulement sur la question d'immigration. Ouais. Et je le fais encore. Je ne suis pas prendre ma retraite encore.
Je suis un jeune 86. Je vais au bureau 5 jours par semaine. Et vous vous plaisez toujours? Ah oui, j'aime ça. Vous avez siégé pendant 25 ans. Si vous aviez vous-même à écrire la définition de député que vous étiez, c'est quel genre de description vous feriez de votre personnage comme député? Je pense que j'étais député de le peuple. J'ai concentré sur les gens dans mon comté. C'était pas des grosses affaires qui s'étaient impliquées. C'était personne à personne. Parce qu'aussi à Montréal, la ville de Montréal avait beaucoup de fonctions. On n'avait pas des routes. On n'avait pas de santé, dans le sens, parce que des gros hôpitaux, c'est pas comme dans les régions. On n'avait pas même de bien-être social, c'était la ville de Montréal. Les députés dans la ville de Montréal, il n'y a pas grand-chose à faire dans les grosses choses. Il y a person to person, c'est ça. Et c'est là que j'ai député comme ça. Même... et moins de distance aussi, oui, comme la député rurale. Oui. Je peux marcher par les comtés est-ouest dans 30 minutes, nord-sud, peut-être 45 minutes, à pied. Qu'est-ce que la politique vous a apporté pendant 25 ans? Des dettes. Si je restais comme avocat, jamais entré dans la politique. Je suis un homme très riche aujourd'hui, mais je ne me plains pas. Mais la politique coûte. Ça, c'est l'élément un peu négatif. Est-ce qu'il y a eu quand même des choses positives durant ces 25 années? Oui. Des amis, la façon que le gouvernement procède, d'être au centre des décisions. Il y a beaucoup de choses positives. Je dis une chose particulière. Il y a des gens qui disent, pourquoi tu es allé en politique? Tu peux faire ça et ça et ça. J'entre en politique parce que j'aimais. Et j'aimais ce que j'avais fait. Et quel héritage vous avez laissé à vos électeurs dans Montréal-Saint-Louis? Une députée qui prend soin de son monde. De son monde. Et deux côtés de la médaille, c'est pas le rouge et le péquiste, n'importe quelle personne qui n'a jamais demandé comment vous avez voté. Merci, M. Blanc. Merci.